Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur US Décrypte, l'actualité au quotidien. Aujourd'hui, on vient avec l'actualité du 14 juillet sur l'Israël qui voudrait bombarder le Pakistan pendant que la Chine construisait sa bombe en secret. Sans plus tarder, je vous mets le podcast matinal et on écoute ensemble le podcast. Après enquête, il apparaît que l'Iran n'est pas le seul pays dont Israël a tenté de neutraliser les capacités nucléaires. D'autres nations sont également concernées. Alors, reprenons les faits, cas par cas. Israël s'est fixé pour objectif d'empêcher toute nation à majorité musulmane d'acquérir l'arme nucléaire. Cette doctrine a conduit à des frappes contre l'Irak, contre la Syrie, mais ce que peu savent, c'est qu'un plan avait aussi été envisagé pour empêcher le Pakistan d'obtenir la bombe. Pour Israël, il était tout simplement inacceptable qu'un pays musulman puisse devenir une puissance nucléaire. Or, à l'origine, le programme pakistanais visait uniquement à contrebalancer l'arsenal indien. Après le premier essai nucléaire de l'Inde en 1974, le Pakistan a accéléré son propre programme. Cette dynamique a aussitôt éveillé de vives inquiétudes à Tel Aviv. Dès 1980, les services israéliens sont alertés. Le Pakistan est très proche d'obtenir l'arme nucléaire. Mais une difficulté majeure se pose. Contrairement à l'Irak ou la Syrie, relativement proches, le Pakistan est géographiquement trop éloigné. En 1980, Israël ne dispose pas des capacités de ravitaillement en vol nécessaires pour mener un tel raid. Même lors des récentes frappes contre l'Iran, il existe de fortes suspicions selon lesquelles Israël aurait été aidé par les États-Unis. En effet, les F-35 israéliens ne peuvent atteindre des cibles aussi éloignées sans ravitaillement et leur flotte ne dispose pas des avions citernes requis. Il a donc fallu s'appuyer sur les ravitailleurs américains ou installer des réservoirs additionnels externes. Mais le Pakistan, c'est une cible encore plus lointaine. Pour contourner cette contrainte géographique, Israël décide alors de s'allier avec l'Inde. Car New Delhi a, lui aussi, tout intérêt à empêcher le Pakistan de devenir une puissance nucléaire. Le plan se précise. Des F-16 israéliens doivent être déployés sur une base indienne, dans l'état du Gujarat. De là, ils suivraient une trajectoire soigneusement planifiée. Voler à basse altitude, en longeant les contreforts de l'Himalaya, afin d'éviter toute détection radar par le Pakistan. L'objectif, bombarder directement le site nucléaire pakistanais. Mais cette opération, particulièrement risquée, ne passe pas inaperçue. Le Pakistan, grâce à ses réseaux de renseignement, intercepte des informations sensibles. Les services pakistanais comprennent qu'une attaque israélo-indienne se prépare. Nous sommes alors en 1980, à un moment géopolitique clé, juste après l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. Et c'est là que tout bascule. Le Pakistan devient alors un pivot central de la stratégie américaine pour contenir l'Union soviétique en Asie. Washington lance l'opération Cyclone, l'un des programmes les plus massifs de la CIA, destiné à armer et financer les moudjahidines afghans via le Pakistan. Les États-Unis, totalement dépendants du Pakistan pour mener leur guerre par procuration contre les soviétiques, n'ont donc pas le luxe de voir ce pays déstabilisé. Islamabad en profite. Les dirigeants pakistanais mettent la pression sur Washington. Si vous voulez que nous restions votre principal partenaire dans la lutte contre les soviétiques en Afghanistan, il va falloir calmer Israël. Autrement dit, mettre Israël en laisse. C'est ainsi que, selon plusieurs témoignages, les Américains interviennent discrètement pour freiner les ardeurs israéliennes. Un parallèle marquant peut être établi. En 1981, Israël réussit à bombarder le réacteur nucléaire irakien dans le cadre de l'opération Babylone. À l'époque, un pilote irakien coopérant avec Tel Aviv aide à créer un leurre. L'escadrille israélienne bombarde le site, puis s'éclipse aussitôt. Dans le cas pakistanais, un scénario identique était en préparation, sauf qu'un pilote pakistanais impliqué dans la manœuvre est intercepté par l'ISI, le puissant service de renseignement du Pakistan. Ils le traquent jusqu'en Inde, puis jusqu'à Tel Aviv, et parviennent à l'arrêter. Ses aveux permettent de lever le voile sur tout le plan. Le projet d'attaque est compromis. Et ce n'est pas tout. D'après un ancien officier du renseignement pakistanais, aujourd'hui très âgé et malade, des négociations ont eu lieu entre les États-Unis et le Pakistan pendant cette période critique de l'opération Cyclone. Washington aurait demandé au régime militaire pakistanais, alors dirigé par le général Zia-ul-Haq, d'abandonner son programme nucléaire. Mais la réponse de Zia fut sans équivoque. Il aurait déclaré, je cite, « Nous avons nos propres paramètres d'action. Mieux vaut que vous restiez dans les vôtres. » Une manière polie mais ferme de repousser toute ingérence.
Ce témoignage, tiré d'une vieille interview, pourrait faire l'objet d'un enregistrement plus complet si l'état de santé de l'ancien officier le permet. Ce serait une pièce rare et précieuse pour retracer les coulisses de cette période. Ce qui est sûr, c'est que le Pakistan est devenu, ce jour-là, le seul pays musulman à avoir survécu aux tentatives d'Israël d'empêcher l'émergence d'un programme nucléaire. Mais pourquoi le Pakistan a-t-il échappé à un sort similaire à celui de l'Irak ou de la Syrie? Deux raisons essentielles. D'abord, la distance. Le Pakistan était, à cette époque, tout simplement hors de portée opérationnelle de l'aviation israélienne. Les capacités de ravitaillement en vol étaient insuffisantes et Israël ne pouvait pas reproduire le même type de frappe qu'en Irak. Ensuite et surtout, les États-Unis avaient besoin du Pakistan. Leur objectif prioritaire, contenir l'expansion soviétique en Afghanistan. Or, sans l'appui logistique et stratégique d'Islamabad, cette guerre par procuration n'était pas viable. Du point de vue américain, empêcher le Pakistan d'obtenir la bombe était nettement moins urgent que de vaincre l'Union soviétique. À l'époque, Washington était convaincu que Moscou cherchait à sécuriser un accès stratégique à un port en eau chaude, en traversant l'Afghanistan pour atteindre la mer d'Arabie, notamment via le port de Gwadar, situé à l'entrée du golfe Persique. Un scénario inacceptable pour les États-Unis, qui redoutaient de voir la marine soviétique s'implanter durablement aux portes du Moyen-Orient. C'est donc pour éviter cela que les États-Unis ont massivement investi dans le soutien aux Moudjahidines afghans. Une stratégie qui reposait entièrement sur le territoire pakistanais, devenu la base arrière de la guérilla islamiste contre l'armée rouge. Dans ce contexte, la coopération du Pakistan était absolument cruciale. Et face à cette priorité stratégique, la question nucléaire passait au second plan. Washington a tout simplement fait le calcul entre empêcher Islamabad d'obtenir la bombe ou gagner la guerre contre les soviétiques. Le choix était vite fait. La balance penchait clairement en faveur de la lutte contre Moscou. D'autant plus que les services américains estimaient que l'Union soviétique ne s'était pas aventurée en Afghanistan par hasard. L'objectif final, selon eux, était de progresser vers le sud, de franchir les montagnes et de s'emparer d'un port stratégique sur l'océan Indien. Une avancée qui aurait permis à la marine soviétique, la Red Navy, de se déployer durablement près du Moyen-Orient. Un véritable cauchemar stratégique pour les États-Unis. C'est précisément pour empêcher ce scénario que les États-Unis ont misé sur le Pakistan, quoi qu'il en coûte. Et à cette époque, ils ont tout simplement décidé que le programme nucléaire pakistanais n'était pas une menace prioritaire. Israël, lui, continuait pourtant de considérer le Pakistan comme un danger stratégique. Et ce n'est pas une obsession nouvelle. Des vidéos datant d'il y a 5 à 10 ans montrent clairement Benjamin Netanyahou déclarer que, pour Israël, les deux menaces principales sont d'abord l'Iran, puis le Pakistan. Il l'a dit publiquement à plusieurs reprises. Ce n'est donc pas un simple dossier du passé. Ce qui s'est joué dans les années 80 continue d'alimenter la doctrine sécuritaire israélienne encore aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier un autre élément déterminant à l'époque. Pour lancer son attaque contre le Pakistan, Israël devait obligatoirement passer par l'Inde. Les avions israéliens devaient être stationnés sur le sol indien. Or, dans les années 80, l'Inde et les États-Unis n'étaient pas du même camp. New Delhi était aligné sur Moscou, tandis que Washington était lié à Islamabad. Les Américains n'avaient donc aucun intérêt à voir l'Inde tirer profit d'un raid israélien contre le Pakistan, ce qui aurait pu bouleverser l'équilibre régional. D'ailleurs, une question revient souvent. Comment les puissances nucléaires actuelles ont-elles obtenu leurs armes? C'est un sujet vaste. Tout commence avec le projet Manhattan aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce programme donne naissance à la première bombe atomique. Mais rapidement, les secrets américains sont compromis. Le couple Rosenberg, accusé d'espionnage, transmet les plans à l'Union soviétique. Résultat, les soviétiques réalisent leur propre essai nucléaire peu après la fin de la guerre. Dès lors, deux superpuissances nucléaires émergent, les États-Unis et l'URSS. Les alliés des Américains, eux, bénéficient de transferts de technologie. C'est le cas de la France et du Royaume-Uni, dont les programmes nucléaires dépendent largement du savoir-faire américain. Dans les années 1950 et 1960, parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, seule la Chine ne dispose pas encore de l'arme nucléaire. Et pourtant, dès la fin de la guerre contre le Japon, en 1945, le dirigeant chinois Chiang Kai-shek exprime clairement son désir d'obtenir l'arme atomique avec l'aide des États-Unis. Mais ce projet sera interrompu par un événement décisif, la guerre civile chinoise. En 1949, les communistes remportent la guerre civile et fondent la République populaire de Chine.
Dès lors, tout change. Peu après, la guerre de Corée éclate. Et dans ce contexte tendu, le général américain Douglas MacArthur menace publiquement d'utiliser l'arme nucléaire contre la Chine. Il ira jusqu'à suggérer de larguer entre 30 et 50 bombes nucléaires sur la Mandchourie pour couper les lignes d'approvisionnement chinoises vers la Corée. Mais ce plan ne sera jamais exécuté. Le président Truman décide de limoger MacArthur, jugeant trop dangereux d'élargir le conflit. Quelques années plus tard, en 1954 et 1955, une nouvelle crise éclate, la première crise du détroit de Taïwan. À l'époque, les forces nationalistes de Chiang Kai-shek occupent encore plusieurs îles proches des côtes chinoises. Pékin lance alors des opérations pour les reprendre. Là encore, les États-Unis envisagent une riposte nucléaire. Cette fois, des documents confidentiels, révélés bien plus tard par Daniel Ellsberg, confirment que le Pentagone avait réellement envisagé cette option. Mais Pékin n'est pas pris au dépourvu. Grâce à une taupe infiltrée au sein de la CIA, la Chine est au courant. Et Mao Zedong lui-même aurait tenu ses propos glaçants. Ce n'est pas grave, nous avons une population immense et beaucoup de terres. Les Américains ne peuvent pas tous nous exterminer. Drôle pour lui. Et Mao avait raison. À cette époque, les États-Unis se préparaient déjà à un possible échange nucléaire avec l'Union soviétique. Dans leur plan, la Chine aurait également été visée pour éviter qu'une troisième puissance ne sorte victorieuse d'un conflit généralisé. Mais en étudiant les scénarios, les stratèges américains réalisent qu'il y aurait peu d'intérêt à bombarder massivement la Chine. Pourquoi ? Parce que le pays reste encore très rural. Seulement 20% de la population vit en ville, contre 80% dans les campagnes. Autrement dit, même en détruisant toutes les grandes villes chinoises, il resterait des millions de survivants éparpillés dans les zones rurales. Ce calcul stratégique renforce la détermination de Mao. Dès 1954, la Chine commence à s'adresser à l'Union soviétique pour obtenir l'arme nucléaire. Mais au début, Moscou refuse. Khrouchtchev propose simplement de placer la Chine sous le parapluie nucléaire soviétique. Sauf que bientôt, tout change. La Chine découvre plusieurs gisements d'uranium, notamment dans le Xinjiang, au nord-ouest du pays. Jusqu'ici, elle exportait cet uranium vers l'Union soviétique pour alimenter son programme nucléaire. Mais en 1956, la donne change. Cette année-là, l'Union soviétique est secouée par l'insurrection de Budapest. Pour y mettre fin, elle envoie ses troupes écraser la révolte en Hongrie. Simultanément, Khrouchtchev doit faire face à un complot interne, mené par Molotov et Malenkov, qui cherchent à le renverser. En quête d'alliés, Khrouchtchev se tourne vers la Chine, et Pékin saisit l'opportunité. Mao propose son soutien politique à condition que l'URSS transfère la technologie nucléaire. Khrouchtchev accepte. Dès 1957, des ingénieurs et des scientifiques soviétiques sont envoyés en Chine. Des documents techniques sont transmis, les premiers réacteurs sont conçus et les fondations du programme nucléaire chinois sont posées. Mais cette coopération ne dure pas. À partir de 1959, les tensions montent entre les deux régimes. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard la rupture sino-soviétique. Et au moment où Moscou s'apprête à signer un traité de non-prolifération nucléaire avec les États-Unis, l'Union soviétique change brusquement de cap, elle rappelle tous ses experts, emporte ses plans et laisse les installations chinoises inachevées. C'est ce coup d'arrêt brutal, survenu en juin 1959, qui donne son nom au programme nucléaire chinois, Projet 596. La Chine se retrouve alors seule, plus de soutien soviétique, plus de plans, plus de scientifiques étrangers. Mais elle ne part pas de zéro, car en parallèle du soutien soviétique, la Chine dispose déjà de ressources humaines de très haut niveau. Beaucoup de ces scientifiques ont été formés aux États-Unis avant la guerre froide. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Qian Guosen. Ancien professeur au California Institute of Technology, il est aussi l'un des cofondateurs du Jet Propulsion Laboratory, le JPL. Membre du projet Manhattan, il s'est spécialisé dans la technologie des missiles balistiques. À la fin de la guerre, en 1945, Tian Xuesen participe même aux interrogatoires des scientifiques nazis, dont Werner von Braun, le futur père du programme spatial américain. Mais en 1949, avec la création de la République populaire de Chine, Chiang veut rentrer au pays. Les États-Unis refusent. Ils le placent en détention administrative par peur qu'il ne transmette ses connaissances à Pékin. Tian Xuesen restera ainsi plusieurs années en détention, sans procès, jusqu'à ce qu'un échange de prisonniers permette finalement son retour en Chine, autour de 1955. L'objectif américain, le retenir assez longtemps pour que ses connaissances deviennent obsolètes. Mais ce calcul s'avérera vain.
car peu après, la Chine bénéficie du transfert technologique soviétique entre 1957 et 1959. Puis, en parallèle, elle envoie une nouvelle génération d'étudiants en URSS, afin de former des spécialistes en armement nucléaire et balistique. Tian Xuesen, lui, devient le père du programme spatial et des missiles chinois. Mais pour la bombe elle-même, d'autres figures majeures entrent en scène, notamment 2 physiciens chinois, anciens amis de Tian, eux aussi formés aux États-Unis, Wang Ganchang et un autre scientifique dont le nom reste moins connu. Ils rentreront en Chine au début des années 50 pour se consacrer au développement de l'arme nucléaire. Le programme est extrêmement secret. Les ingénieurs sont envoyés dans des régions désertiques, isolés de leurs familles. Parfois, même les époux ne savent pas qu'ils travaillent ensemble, sur le même projet. Le niveau de confidentialité autour du programme est tel que les chercheurs ne peuvent même pas se dire où ils vont, ni ce sur quoi ils travaillent. Et pourtant, malgré le retrait soviétique en 1959, la Chine réussit à maintenir le cap. Elle exploite les documents partiels reçus auparavant, mobilise ses ressources internes et accélère les expérimentations. Résultat, en 1964, la Chine procède à son tout premier essai nucléaire. Pour la bombe H, en revanche, Pékin devra tout développer sans aide extérieure. L'Union soviétique ayant définitivement rompu ses liens, la Chine est livrée à elle-même. Mais le pari est réussi. Dès 1967, soit seulement 3 ans après son premier essai nucléaire, la Chine teste sa propre bombe H, une bombe thermonucléaire. Elle coiffe ainsi la France au poteau en devenant la 4e nation au monde à maîtriser cette technologie. Dès lors, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU possèdent tous officiellement l'arme nucléaire. Et c'est à partir de ce moment-là que naît une volonté commune, limiter l'accès au club nucléaire. L'objectif est simple, verrouiller l'accès à l'arme nucléaire. Les puissances déjà dotées veulent empêcher toute nouvelle entrée dans ce cercle fermé. C'est dans cet esprit qu'est signé le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Mais malgré ce verrou, d'autres pays tentent leur chance. Le Brésil lance son propre programme. La Libye, l'Irak, l'Afrique du Sud, mais aussi Taïwan s'y mettent à leur tour. Et dans certains cas, ils vont très loin. Le programme nucléaire taïwanais, par exemple, était extrêmement avancé. L'île était proche de produire sa propre bombe. Mais tout bascule lorsqu'un scientifique fait défection et alerte les États-Unis. Washington intervient immédiatement. Les Américains imposent à Taïwan le démantèlement complet de son programme. Leur message est clair, vous n'avez pas besoin d'armes nucléaires, on vous protège. Résultat, dans les années 1980, Taïwan abandonne l'arme atomique alors même que le Pakistan, lui, est en train de finaliser la sienne. Et Taïwan n'est pas un cas isolé. Saddam Hussein et Muammar Kadhafi, eux aussi, finissent par céder à la pression occidentale. Tous deux renoncent à leur programme nucléaire dans l'espoir d'améliorer leurs relations avec l'Occident. Mais l'histoire montrera à quel point ce pari était risqué. Quant à l'Afrique du Sud, isolée sur la scène internationale à cause de l'apartheid, elle tente également de se doter de l'arme nucléaire. Mais là encore, les pressions américaines, combinées à la fin du régime ségrégationniste, conduisent à l'abandon du programme. Même scénario pour le Brésil, qui renonce à ses ambitions nucléaires à la fin de la guerre froide, dans un contexte de normalisation internationale. Mais un pays, lui, persiste. La Corée du Nord. Son programme démarre tardivement, mais avec une détermination sans faille. D'après les services de renseignement américains, Pyongyang aurait obtenu une aide technologique du Pakistan en échange de son expertise en matière de missiles balistiques. Un échange opaque mais stratégique qui va propulser la Corée du Nord vers le statut de puissance nucléaire. Aujourd'hui, la plus grande difficulté pour fabriquer une bombe nucléaire n'est plus tant la technologie que l'accès à la matière fissile. Uranium hautement enrichi, plutonium, voilà les véritables obstacles. C'est justement pour cela que l'accord signé entre l'Iran et l'administration CP prévoyait des garanties très strictes. Téhéran s'engageait à envoyer son uranium à la France pour qu'il soit transformé en combustible civil. Et son plutonium devait être remis à la Russie pour être neutralisé. Ainsi, l'Iran n'avait plus de matière exploitable pour fabriquer une bombe. Mais tout s'effondre lorsque Donald Trump déchire l'accord dès son arrivée au pouvoir. Conséquence, l'Iran reprend son enrichissement d'uranium. Il atteint 60%, un seuil critique. Car techniquement, raffiner de 0 à 60% est bien plus difficile que de passer de 60% à une pureté militaire. Et c'est ce qui inquiète Israël. Avec moins de centrifugeuses nécessaires, l'Iran pourrait désormais cacher facilement ses installations dans un pays vaste et montagneux.
La République islamique est aujourd'hui plus proche que jamais du seuil nucléaire, si elle décidait de franchir la ligne. Pendant ce temps, les membres du club nucléaire continuent de dicter les règles tout en refusant d'en accueillir de nouveaux. Un système verrouillé fondé non pas sur la justice mais sur le rapport de force. Alors, face à ce jeu d'équilibre nucléaire mondial, le Pakistan a-t-il vraiment échappé à la frappe par stratégie ou simplement par nécessité? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et faites-vous savoir vos avis dans les commentaires et on se dit à la prochaine actu dans quelques instants.